Isolé du froid et rassuré, Bord ne tarda pas à s'endormir. Malgré les émotions de la journée, il était trop épuisé pour garder l'œil ouvert. Alors qu'il s'attendait à sombrer dans le noir de l'inconscience, l'esprit du garçon se retrouva transporté dans un jardin. Loin de l'hiver, il était verdoyant, arboré et fleuri de toutes parts. De petites tonnelles l'agrémentaient çà et là. Il s'avança timidement et aperçut une femme richement vêtue, assise sur un banc peint en blanc, sous un pêcher chargé de fruits. Lui adressant un regard profond, elle lui sourit chaleureusement et, d'un geste, l'invita à la rejoindre. Sans savoir pourquoi, Bord se sentait en confiance. Il s'assit avec empressement aux côtés de la femme magnifique. Elle lui caressa doucement la joue d'un geste empreint de tendresse. L'enfant remarqua qu'elle avait les yeux violets, les oreilles pointues et une opulente chevelure brune qui ondulait jusqu'à terre. Mon fils, lui dit-elle d'une voix chantante, je suis heureuse de pouvoir te voir avant la fin. Mère, la fin balbutia-t-il. De quoi? Mais comment? Pourquoi? Un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahit. Père m'a fait croire que tu étais morte. Chut, lui murmura-t-elle en ébouriffant ses cheveux. Il a dit ça pour te protéger. Le temps qu'il me reste est compté. Un van très puissant, ou peut-être un âse, m'a tué. Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai rassemblé ce qui me reste de pouvoir pour une dernière conversation avec toi, mon petit Bord. Tué? Répéta le garçon. C'est alors qu'il repéra la tache de sang sur la robe. Elle s'élargissait à vue d'œil sur l'abdomen de la belle elfe. Oh non, 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 pas toi aussi, s'écria-t-il. Elle lui caressa de nouveau tendrement la joue, avec un sourire empreint d'amour. Il se jeta dans ses bras où elle le berça doucement. Je suis contente de t'avoir vu, dit-elle tout bas. Sigurd t'a bien élevé. Ne me laisse pas, mère, sanglota leur fils. Je n'ai pas le choix, regretta-t-elle. Possèdes-tu toujours le couteau que j'ai laissé pour toi? Oui. Parfait. Garde-le. Il t'ouvrira certaines portes et t'indiquera ton frère. Enfin, ton demi-frère. Que ne puis-je rester plus longtemps pour t'en dire plus? J'ai tellement de choses à t'apprendre, mais tu devras découvrir toutes ces choses par toi-même. Prends garde à Hull. Elle soupira tristement. À travers ses larmes, Bord constata que le jardin s'effilochait. Il ferma les yeux et se serra encore plus fort contre sa mère. Il ouvrit brusquement les paupières dans l'obscurité de la tanière. Il entendit « Je t'aime » murmurer à son oreille, et une fragrance de pêche s'attarder autour de lui. Mère appela-t-il. Mère De nouveaux pleurs l'assaillirent. Il avait la sensation d'avoir perdu ses deux parents le même jour, et il avait l'impression d'être la personne la plus malheureuse du monde. Son désespoir réveilla Fen. Elle lui donna de petits coups de truffe interrogateurs. Bord n'était pas capable de lui expliquer quoi que ce soit en sanglotant. Elle supposa qu'il avait encore dû penser à Sigurd ou qu'il avait fait un cauchemar. Alors, d'une patte, elle le serra contre elle, consciente que malgré toute la tendresse qu'elle pourrait lui prodiguer, elle ne pourrait jamais combler le trou de ce qu'il avait perdu. Lorsque, épuisé d'avoir tant pleuré, le garçon se rendormit, elle ferma enfin ses yeux d'or pour se reposer à son tour. Le petit matin les trouva l'un enfoui dans la fourre de l'autre, elle-même roulée en boule pour conserver un peu de chaleur. Un rayon pâle et faiblard, qui avait réussi à se frayer un chemin jusqu'au fond de la tanière, la réveilla. Elle bougea, dérangeant son louveteau d'adoption. Déjà le matin, ronchonna-t-il d'une voix pâteuse. Sans répondre, la louve se leva et s'étira autant qu'elle le pouvait dans cette tanière de fortune. Bord en tomba par terre. De se retrouver ainsi dans le froid lui fouetta les sangs. À présent tout à fait éveillé, il fut assailli par tous ses souvenirs de la veille et de la nuit. Les larmes lui brûlèrent instantanément les yeux. Que se passe-t-il s'enquit la vanne qui s'échinait à sortir de la tanière en rampant. Tu t'es réveillé en pleurant cette nuit et cela recommence. Je fais un cauchemar, lui expliqua-t-il en faisant de grands efforts pour ne pas succomber aux sanglots. J'ai rêvé de la mort de ma mère. Oh, je comprends. La louve ne savait pas quoi répondre d'autre à cela. Elle se contenta de finir de s'extirper de leur abri nocturne. Bord suivit la vanne dehors. Elle s'ébroua. La neige était tombée de nouveau dans la nuit, laissant un tapis immaculé après son passage. Qu'allons-nous faire aujourd'hui demanda l'enfant. Quoi? La louve s'était retournée vers lui et le fixait d'un air ébahi. Elle s'approcha de lui et le renifla avec curiosité. Que se passe-t-il s'inquiéta le petit garçon. On dirait que tu as changé pendant la nuit, s'étonna Fen. Tu es comme métamorphosé. Méta quoi? Peut-être que quelqu'un a décelé quelque chose. La vanne réfléchissait tout haut en tournant autour de son protégé, l'inspectant sous toutes les coutures. Mais c'est bien ce qu'il me semblait, reprit-elle. De quoi? Dis-moi ce qu'il se passe à la fin. Tu n'es pas entièrement humain. Je suis prête à parier que tu es demi-elfe. Tes oreilles, ta nouvelle odeur. Il me semblait bien que Sigurd ne m'avait pas tout raconté. Une désagréable sensation naquit dans le cœur de Bord. Son rêve lui revint en mémoire. La question, dérangeante,
était à présent de savoir si cela avait bien été un rêve ou s'il avait vraiment vu sa mère lors de ces derniers instants. Un nouveau tourbillon d'émotion l'envahit et il cria: Tu mens, je ne suis pas un elfe, elle est pas drôle du tout ta blague, avant de se précipiter dans la forêt, plantant là sa protectrice. Furieux, le garçon courut jusqu'à en perdre haleine, ce qui ne se produisit pas aussi vite que d'habitude. Il paraissait beaucoup plus endurant qu'auparavant. Il évita lestement les obstacles sur son trajet, et profitant de ses nouvelles dextérités et résistance, Borde fila encore et encore. Il tailla son chemin entre les arbres, sautant par-dessus les racines et les buissons. Il ne savait pas pendant combien de temps il allait pouvoir tenir la cadence. Même quand il eut l'impression d'avoir atteint sa limite, l'enfant se força à continuer. Il avait l'impression que la course atténuait son émoi. Lorsqu'il eut la sensation que ses poumons étaient sur le point d'exploser après une bonne heure à courir, il tomba à genoux au bord d'un petit ruisseau, essoufflé. Son regard rencontra son reflet dans l'eau. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il toucha ses oreilles. Pas de doute, elles avaient toujours la même taille, mais en lieu et place de l'arrondi humain, elles s'ornaient à présent d'une pointe. Ses traits, bien que parcourus par des sillons de larmes séchées, s'étaient affinés et son regard était devenu plus perçant. Un bruit le fit sursauter. Tu cours bien vite pour un deux pattes, commenta Fen qui venait de le rejoindre. Je suis vraiment un elfe, lâcha l'enfant. En partie, oui, acquiesça la louve. Bienvenue dans le monde des esprits, peuplé d'elfes, de vannes, d'as et d'autres féeries. Pourquoi maintenant? C'est une bonne question. Fen s'assit près de lui, devant le cours d'eau. Tu m'as raconté avoir rêvé de la mort de ta mère la nuit dernière, n'est-ce pas? Oui. Peut-être n'était-ce pas un simple rêve, supposa la vanne. Si ta mère était bel et bien une elfe, il se peut qu'elle ait eu quelques connaissances en magie, et pour une raison ou une autre, peut-être a-t-elle voulu cacher ta nature elfique. Le garçon resta silencieux. Les propos de la louve faisaient sens. Cela ne lui expliquait pas tout, mais ses débuts de réponse l'apaisèrent quelque peu. Fen posa une patte compatissante sur la tête du fils de son ami Sigurd. Tu ferais mieux de t'y faire, lui dit-elle avec douceur. Maintenant que ta nature est révélée, tu ne peux pas t'en débarrasser. J'ai quand même envie de faire pipi, précisa Borde, surpris de toujours être en proie à des besoins aussi triviaux, alors qu'il était à moitié un être qu'il considérait jusqu'ici comme merveilleux. Comme nous tous, lui assura sa grande protectrice. Ne fais pas attendre ta vessie. Pendant ce temps, je vais nous trouver de quoi grignoter. Suivant le sage conseil, le garçon se rendit derrière un arbre afin de se soulager. Au moment où il remontait son pantalon, il entendit une voix dire: Qu'est-ce donc que ce marmouset tout seul dans la forêt? Un petit elfe en plus, ajouta une deuxième voix. Crois-tu? J'aurais juré un petit homme, moi, rétorqua la première voix. Borde se retourna en tous sens pour trouver l'origine des voix. Il nous entend, mais ne nous voit pas, hi 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 hi, pouffa la deuxième voix. Nous sommes là, en haut, l'informa la première voix. L'enfant leva la tête et vit deux corbeaux perchés sur une branche. Il le fixait d'un air intéressé. Que fais-tu tout seul dans les bois? S'enquit le premier corbeau. Je ne suis pas tout seul, réfuta le garçon. Prends garde, Svart, dit le deuxième corbeau au premier. Il est peut-être de ces personnes bizarres qui possèdent des amis imaginaires. Elles sont parfois dangereuses. Ne sois pas encore plus idiot que tu ne l'es déjà, Murk, riposta le dit Svart. Mon amie n'est pas imaginaire, appuya Borde. Elle s'appelle Fen et elle est partie chasser. C'est une louve géante. Une louve géante, s'esclaffa Murk. Je te l'avais bien dit qu'il était fou, Svart. Je suis pas fou, protesta l'enfant. Bien sûr que non, approuva Murk avec véhémence avant de chuchoter. Il ne faut pas contrarier les fous, Svart. Ce dernier donna un coup de bec à son compagnon. Ne l'écoute pas, petit, reprit Svart. Mon frère raconte tout le temps n'importe quoi. La cause en est qu'il est tombé du nid à peine sorti de l'œuf. Cela a eu un impact permanent sur sa tête, dirons-nous. De temps en temps, il oublie même ce qu'il sait. Oh, compatit poliment le garçon. Quoi qu'il en soit, balaya Svart tandis que Murk geignait à propos du coup reçu, nous recherchons un village où habiterait un certain Sigurd. Sigurd qui? Demanda Borde sur la défensive. C'est là que le bas blesse, confessa le corbeau. Nous ne savons pas grand-chose de cette personne-là. Si, si, nous savons que ce Sigurd est un humain, intervint Murk qui se tut rapidement sous le regard noir de son frère. Je connais un Sigurd, déclara l'enfant. Il songea qu'il ne lui coûtait rien de leur indiquer les ruines de son village, et ce, quel que soit leur dessein. Il était trop tard pour son père, de toute façon. Et puis, si ça se trouve, il parlait d'un autre Sigurd. Il s'agissait d'un prénom plutôt répandu. Il leur expliqua rapidement comment trouver son ancien village, à la grande joie des deux corvidés. Ils le remercièrent chaleureusement et s'envolèrent à tire-d'aile une fois les informations récupérées. Le maître sera content de nous, n'est-ce pas, Svart? Se réjouit Murk. Oui, oui, acquiesça son frère alors qu'ils disparaissaient tous les deux de la vue de Borde. Avec qui discutais-tu? Se renseigna Fen qui arrivait à ce moment-là. Deux corbeaux, répondit Borde. Je crois qu'ils cherchaient mon père.
2 corbeaux? Tiens donc, lança Lavanne sur un ton suspicieux. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il cherchait ton père? Ils m'ont dit qu'ils voulaient voir un certain Sigurd, expliqua le garçon. Et que leur as-tu répondu, s'enquit la louve avec un brin d'inquiétude. Je leur ai dit que je connaissais un Sigurd et je leur ai indiqué la direction du village. Bien, le félicita Lavanne tout en le considérant pensivement. As-tu trouvé à manger demanda l'enfant. J'ai très faim. Ils se régalèrent de lapins que le garçonnet agrémenta de fruits secs qui glanaient çà et là. Il avait même trouvé une cache de coques et de graines un peu plus tôt et en profitait de tout son saoul. Bord décortiquait une noisette, certainement abandonnée pour un écureuil, lorsque quelque chose de mou tomba sur sa tête et roula pour se retrouver dans son giron. Il baissa les yeux sur ce qu'il avait heurté. Il s'agissait d'un joli rouge-gorge un peu sonné. C'est trop petit pour être mangé, estima la louve qui était rassasiée. Le petit oiseau se redressa péniblement et volta maladroitement jusque sur la main de l'enfant. Ceci fait, il pépia avec insistance. Il semblerait qu'il veuille te parler, supposa Lavanne. Je ne comprends pas ce qu'il dit, ronchonna Bord, qui se trouvait déçu que sa récente condition de demi-elfe ne lui permette pas de comprendre les animaux. Il pensait que c'était pourtant le cas lorsqu'il avait discuté avec les 2 corbeaux. Mais les corbeaux étaient des oiseaux particuliers, c'était de notoriété publique. Il se pouvait donc qu'ils sachent parler la langue des hommes. C'est alors qu'il remarqua que quelque chose était fixé à la patte du rouge-gorge. Il approcha sa main pour détacher l'objet, en prenant garde de ne pas blesser le petit oiseau. Ce faisant, il eut la confirmation qu'il était bel et bien plus adroit que la veille. On dirait un message. Voilà qui est intéressant, s'ébroua Fen. Que raconte ce message? Je ne sais pas lire, avoua le garçon. Montre-le-moi dans ce cas. Son protégé lui tendit la fine bande de parchemin. Rejoins le forgeron des étoiles, lut-elle. Ce n'est ni très explicite ni très exhaustif comme indication. Ce message m'est-il adressé à moi? Si l'on en croit l'attitude de cet oiseau qui se rengorge comme s'il avait fait un exploit, oui. Le rouge-gorge, apparemment vexé par les propos de la louve, se percha sur la tête du garçon et pépia furieusement sur la vanne. Ceci fait, il s'envola à tire-d'aile, boudeur. Qui est ce forgeron des étoiles et comment allons-nous le trouver sans qu'il borde? Il est plus connu sous le nom de Nuri Horisson, et c'est un dverg, répondit Fen. Il nous faut donc trouver un dverg. Le garçon tenta de se remémorer tout ce qu'il savait sur les dvergs. Chez lui, les adultes les lui décrivaient comme de petits êtres de la taille d'un enfant, mais biscornus et costauds, à la colère prompte, mais merveilleux artisans. Je ne sais pas où ils habitent. Moi si, le rassura la grande louve. Du moins, je sais où celui-là réside. Es-tu certain que tu veux aller voir Nuri le forgeron des étoiles? Oui, enfin, non. Il réfléchit à toute allure. Crois-tu que ça pourrait être un piège tendu par quelqu'un qui voudrait me tuer, comme celui qui a tué mon père? Non, je ne pense pas que qui que ce soit de censé te tendrait un piège chez Nuri, balaya la vanne. Ce n'est pas son genre. Très bien, se réjouit Bord. Allons-y alors. Le voyage durera quelques jours, précisa Fen. Partons tout de suite dans ce cas. Pourquoi es-tu si impatient d'aller voir ce forgeron des étoiles? Tu connaissais à peine l'existence des dvergs il y a 2 minutes. Il sait peut-être quelque chose sur les assassins de mes parents, expliqua le garçon. Et puis il est forgeron, il pourra me faire une épée pour que je puisse les venger. C'était donc cela, songea la vanne. Ce petit a besoin d'un but. Comme elle était encore couchée sur le sol, Bord grimpa lestement sur son dos. Partons, partons s'écria-t-il en donnant des coups de talon amortis par la généreuse fourrure. L'animal décida de ne pas s'offusquer d'être pris pour une bête de somme. Elle se leva et prit la direction du nord. À ton avis, qui m'a envoyé ce message demanda l'enfant. Je n'en ai aucune idée, avoua sa protectrice. Peut-être Nuri lui-même. Et comment me connaîtrait-il? Comment veux-tu que je le sache? Le gourmanda gentiment la louve. Ils passèrent la journée, puis le jour suivant à établir des hypothèses tout en voyageant tranquillement. La vanne avait décidé de ne pas aller trop vite pour que son protégé profite le plus longtemps possible de son but à atteindre. Le 3e jour, elle décida de commencer à lui apprendre à chasser entre 2 sessions de trajet. Pour ce faire, elle dut prendre sa forme humanoïde. Bord ne pourrait jamais chasser à la manière des loups. Il n'avait pas de croc, hormis son petit couteau, et se déplaçait sur 2 pattes au lieu de 4. Comme il constatait encore une fois que la vanne possédait de l'âme sous sa forme humanoïde, une idée germa dans l'esprit du garçon, qui lui suggéra. Et si tu m'apprenais à me battre? Pourquoi pas, accepta Fen en se rendant compte qu'elle avait du mal à refuser quoi que ce soit au fils de son ami. Sache que ce sera un apprentissage long qui s'étendra sur plusieurs années, le prévint-elle. Oui, mais rassure-toi, il me faudra moins de temps que cela pour devenir un grand guerrier, se pavana-t-il avec une confiance toute juvénile. La louve sourit. Cela au moins était universel. Les petits, qu'ils soient louveteaux, humains ou n'importe quoi d'autre, ne doutaient de rien.
Maître, le village que l'on nous a indiqué se trouve par là-bas, s'exclama Svart. Par contre, s'enquit le maître en question. Eh bien, il semblerait qu'il ait été attaqué, répondit le corbeau. Et une partie toute brûlée, gloussa Murk. Allons voir, lâcha le maître de sa voix profonde. Ainsi que le corbeau le lui avait dit, le village n'était plus que ruine. La moitié des maisons avaient été éventrées par le feu. Les malheureux villageois décédés qui les peuplaient avaient été comme essaimés un peu partout sur la terre battue, et en partie recouverts par la neige. Seuls subsistaient quelques poules qui avaient été épargnées et erraient à la recherche de quelque chose à picorer. Aucune espèce plus grosse qu'un chat ne respirait plus dans le village. Ils s'aventurèrent au milieu des cendres, des cadavres et des squelettes d'habitation. Votre source vous a-t-elle expliqué quelle était la maison de Sigurd? Non, avoua Svard un peu penaud. Dans ce cas, nous allons chercher, conclut le maître, qui s'employa dès lors à pousser les portes des chaumières pour en visiter l'intérieur. Il retourna certains morts mâles, mais, malgré le début de décomposition et les brûlures qui les dévisageaient, aucun n'était Sigurd. Ces inspections le menèrent, toujours accompagné des corbeaux, jusqu'au grand hall, la plus vaste habitation du village. Un grand trou béait dans l'un des murs, mais la structure avait été épargnée par les flammes. Il entra. Le spectacle qui s'offrit à lui fit froncer du nez. Il s'approcha du cadavre cloué au mur. Tss, lâcha-t-il. L'homme qu'il recherchait était mort. D'une mort grossière selon le maître, puisqu'il se retrouvait cloué au mur comme un vulgaire pantin. Il fouilla la maison tout entière. Aucune trace d'un corps d'enfant nulle part. Le fils de Sigurd avait peut-être survécu. Si c'était le cas, ce devait être cet enfant qui était en possession de ce que Sigurd lui avait volé. Il se redressa et, frustré, heurta le mur de son poing. Les corbeaux n'osèrent pas intervenir. Le maître retourna dehors et inspecta le sol. Malheureusement, les dernières chutes de neige avaient recouvert toutes les traces qui auraient pu lui indiquer une direction à suivre. Il se sentait impuissant et cela le mettait en colère. Il ne leur restait plus qu'une solution. Menez-moi jusqu'à la personne qui vous a indiqué ce village, ordonna-t-il aux deux corbeaux. Mais ce garçon se trouvait loin d'ici et il a dû bouger depuis, objecta Svart. Je ne sais pas si nous allons pouvoir le retrouver, le monde est vaste. Retrouvez-le, j'ai des questions à lui poser. Le ton était sans appel, et Svart comprit qu'il ne servait à rien de tergiverser. Il donna un coup de bec à Mork qui s'apprêtait à dire une bêtise, or le maître n'était pas d'humeur, et prit son envol, accompagné de son frère.